Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour cette rencontre aujourd'hui dans le cadre de l'exposition de Laurent Grasso, Auto, que vous pouvez voir en ce moment à la galerie et jusqu'au 6 octobre. D'ailleurs, je vous invite aussi à visiter, il vous reste une semaine pour voir Matsaki et Leslie Hewitt, qui ont leurs premières expositions en France actuellement également à la galerie. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Laurent Grasso, Arnaud Pierre et Sébastien Pluot qui viennent dialoguer autour de l'exposition et des thèmes qui sous-tendent l'œuvre de Laurent Grasso. Je vais tout d'abord introduire rapidement les trois intervenants. Donc Laurent Grasso, artiste, lauréat du prix Marcel Duchamp en 2008, pensionnaire de la Villa Médicis en 2004-2005. Cette exposition est sa quatrième à la Galerie Perrotin, quatrième exposition personnelle. Son travail a été présenté lors de nombreuses expositions personnelles, dernièrement Paramuséum au Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio en 2016, Disaster Miracles à la Kunsthaus Baseland en 2013, Uraniborg, que vous avez peut-être vu au Jeu de Paume en 2012, Black Box au Hirshhorn Museum de Washington, entre autres. Dernièrement, il a participé à la Biennale de Sydney en 2018, donc toute cette année, d'ailleurs où le film Auto avait été présenté, mais aussi à la Biennale de Guangzhou, Manifesta 8, Biennale de Sharjah, Biennale de Moscou, pour en citer certains. Et puis je terminerai cette présentation en disant que Laurent Grasso présente également des œuvres dans l'espace public. Il a eu plusieurs commandes. Vous connaissez peut-être SolarWind qui se trouve le long du périphérique près du 13e arrondissement sur les silos Calcia. Et tout prochainement sera inaugurée une installation au couvent des Jacobins à Rennes. À ma gauche, Arnaud Pierre. Arnaud Pierre donc, enseigne l'histoire de l'art à l'Université de la Sorbonne. Ses travaux portent notamment sur l'imaginaire de la modernité et les avant-gardes, et sur la culture visuelle de l'espace. Arnaud Pierre est spécialiste de l'art optique et cinétique. On se souvient de l'exposition La rétrospective Nicolas Chauffeur au LAM Villeneuve d'Ascq en 2018. Il prépare actuellement avec Michel Gauthier une rétrospective Vasarely qui aura lieu en février 2019, enfin qui débutera en février 2019 au Centre Pompidou. Et puis Sébastien Pluot. Sébastien est historien d'art, commissaire d'exposition, co-directeur de programme du programme de recherche d'exposition Art by Translation. Il a notamment été co-commissaire du projet The House of Dust by Alison Knowles dans différents lieux et l'exposition Dernière nouvelle de l'éther à la Panacée avec Franck Baudard. C'était une exposition... Beauchard, pardon. J'ai du mal à relire. L'exposition qui explorait l'influence des théories électromagnétiques dans la culture et l'art depuis les avant-gardes. Donc pour commencer, je vais passer la parole à Laurent Grasso et je vous propose, Laurent, de présenter votre projet pour cette nouvelle exposition et de nous parler de ces nouvelles œuvres que vous présentez. Merci, bonjour. Donc, je vais faire défiler des images du projet Auto. J'imagine que la plupart d'entre vous ont peut-être vu déjà l'exposition, mais c'est un petit peu pour vous raconter comment les choses se sont organisées, comment j'ai travaillé. Donc le point de départ, et même dans le temps, a été le film Auto, qui a été une commande de la Biennale de Sydney. Ça a été une longue recherche, une longue aventure, assez intense. J'ai fait un premier voyage de recherche dans les territoires du Nord, en Australie, et j'avais demandé de pouvoir visiter des sites aborigènes parce que c'est un petit peu dans cette direction que j'avais envie d'aller. Et nous avons été mis en contact au travers de différents universitaires avec qui on a travaillé, avec la communauté de Yuendumu, communauté aborigène des Waipiri. Et nous avons commencé à échanger pour définir un certain nombre de sites que j'ai choisi de filmer. Ce que l'on voit dans le film, donc la première œuvre sur la gauche de l'exposition, ce sont 4 sites sacrés qu'on voit là. L'idée du film, j'avais en tête une image qui m'a inspiré pour ce film, c'était celui d'une expérience, je ne sais pas par qui elle avait été faite, mais on voyait un moine bouddhiste en méditation sur lequel on avait placé des électrodes et on faisait tout simplement un électroencéphalogramme pendant sa séance de méditation. Et c'est une image qui m'avait intéressé, qui m'avait frappé
parce que j'aimais bien cette mise en relation de deux pôles complètement opposés, celui de la science d'un côté et de l'autre côté une pratique sur laquelle on n'a pas forcément encore tout décodé. Et je trouvais intéressant de travailler avec cette idée pour mon projet de film. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'embarquer des caméras hyperspectrales et des caméras thermiques sur ces drones qui sont voilà, les outils qui m'ont servi à filmer ces sites. Il y avait cette idée de pouvoir mesurer le rayonnement supposé de ces lieux. C'est quelque chose que j'ai déjà travaillé dans le film Élysée, qui avait été montré à la galerie il y a un an, où je filmais le bureau du président de la République avec une caméra, et cette caméra était investie un peu du même rôle, c'est-à-dire une espèce de rôle fantasmé d'une caméra qui ne serait pas humaine, qui serait étrangère à la réalité qu'elle est en train de scruter, et qui pourrait nous renseigner sur une couche invisible, sur les fantômes du lieu, sur des choses qui sont finalement un peu dans un côté qui serait celui d'hypothèse, voilà, flottante, et fantasmer un appareil qui nous permettrait d'expliciter un certain nombre de choses, comme ce qu'on appelle communément la force d'un lieu. Donc j'ai organisé ce tournage, nous sommes partis 15 jours avec Otto, c'est le nom de l'exposition, le nom du film, et c'est aussi le nom du personnage qui nous a guidés à travers ces sites. C'est celui qu'on voit aussi dans une peinture qui est dans la deuxième salle de l'exposition, une peinture donc faite avec ces images thermiques, une peinture qui fait aussi référence à différentes choses comme toutes les radiographies d'œuvres, mais aussi la photo spirit que l'on peut voir ici. Otto, étrangement, coïncidence, son père était artiste aussi, avait fait partie des Magiciens de la Terre, une exposition dont vous avez tous entendu parler, au Centre Pompidou et la Villette, qui montrait justement pour une des premières fois des œuvres de culture comme voilà, culture aborigène ou d'autres choses qui avaient été collectées, entre autres par Jean-Hubert Martin dans le monde entier. Donc là, on voit justement, cette image montre une caméra hyperspectrale, et justement ce nuage, le nuage rouge qu'on voit, c'est une émission de méthane. Ce que je trouvais intéressant dans ces caméras et dans cette nouvelle technologie, c'est que, un peu comme toutes les avancées technologiques, elles permettaient en fait, elle aidait à visualiser ce qui était impénétrable quelques années avant. Ça résonnait aussi avec un ouvrage qui est celui d'Edward Ocon, Comment pensent les forêts, et cette idée que, en fait, tous ces territoires, ces sites sacrés que j'ai filmés, ont aussi leur propre organisation, leur propre autonomie, et sont en fait traversés par les sphères que j'ai décidé de créer. Qu'on voit là, enfin là j'ai mis différentes images justement qui m'ont inspiré pour la création de ces sphères. En fait, ces territoires aborigènes sont cartographiés par un principe qui s'appelle celui des sons, qui a été décrit dans le livre de Bruce Chatwin, qui s'appelle les songlines. Et en fait, il existe une cartographie invisible que l'on superpose au réel et qui décrit un certain nombre de mythologies avec des points géographiques. Et lorsqu'on se déplace et qu'on navigue dans l'espace de ces sites sacrés, une narration se développe au cours de ces déplacements. Donc les aborigènes naviguent à travers ces espaces et à travers leur propre mythologie avec ce système-là, qu'on appelle aussi le temps du rêve ou le Jukurpa. Et c'était très intéressant, sauf que c'est inaccessible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'accès à ces narrations qui restent secrètes. Donc moi, j'avais besoin de trouver une forme pour l'irreprésentable, et donc j'ai décidé de travailler avec ces sphères qui sont présentes dans tout le film et qui traversent tous ces sites. Voilà, et donc là, simplement, c'est des images que l'on peut retrouver dans le livret qui est fait avec l'exposition de sphères. Là, ici, par exemple, au Costa Rica, ces sphères ont été découvertes dans les années 50 et ce sont
des éléments qui n'ont pas vraiment été encore expliqués. On ne sait pas de quelle période ça date et quand ça aurait été fait, comment ça aurait été amené à cet endroit. Et vous avez une de ces sphères à l'entrée du quai Branly, par exemple. Voilà, un autre phénomène intéressant, là je vous montre un petit peu tout ce qui m'avait servi de matière pour faire ce projet, hein. Donc c'est les images qu'on avait collectées pendant nos recherches. Là c'est un phénomène qui s'appelle les Min Light, et c'est un phénomène assez touristique en fait, de lumière qui apparaissent dans certains sites en Australie, mais aussi aux États-Unis à Marfa. Une image du grand œuvre alchimique, justement. Une autre image de Dürer et de l'utilisation de la sphère pour représenter la mélancolie. Alors, une autre œuvre dans l'exposition, ce sont les sphères, le titre de l'œuvre, c'est les sphères Schumann, et elle permet aussi d'expliquer un petit peu le projet du film. Otto, c'était à la fois le nom de ce personnage qui traverse le film et les paysages, mais aussi le nom d'un chercheur, on va dire entre guillemets, qui s'appelait Winfried Otto Schumann, et qui avait eu l'intuition de l'existence d'une résonance de la Terre, et du fait que la Terre envoie une fréquence, qu'elle emmagasine, ensuite de l'énergie qu'elle emmagasinerait, elle enverrait une fréquence de 7,83 Hz. Et donc là, dans cette œuvre, j'ai mélangé ces deux idées, les sphères du film et la fréquence. Et donc ça faisait un petit peu partie des projets pour cette exposition. C'était le fait d'utiliser des fréquences, des ondes dans l'espace d'exposition, et d'utiliser cette, on peut dire entre guillemets, matière, ainsi que d'autres choses comme le gaz, des néons. Voilà. Une autre œuvre qui s'appelle Éther, avec justement, juste avant, une machine de Picabia. Et donc, j'aime beaucoup cette idée de l'esthétique de la machine et de toutes ces pratiques, de toutes ces croyances, ces courants de pensée qui produisent des esthétiques et qui produisent des formes. Et donc, dans plusieurs œuvres de l'exposition, il y a cette idée de récupérer dans des pratiques un peu alternatives des formes. Il y aura après, je vous montrerai une image de cette sculpture inspirée par l'anthroposophie. Et donc je trouve intéressante, et c'est une série que j'ai commencée il y a très longtemps, qui est celle des machines, où l'on voit une esthétique un peu fonctionnelle, un peu scientifique, mais qui reste mystérieuse. Voilà, là c'est la chouette qui est présentée avec le film, inspirée par la chouette de Minerve. Les spirales, inspirées par un autre chercheur, entre guillemets, qui a travaillé sur la possibilité de guérison par l'électromagnétisme et par des fréquences. Et donc, comme les sphères Schumann, ces spirales sont actives, et il y a un travail presque d'archéologie de l'électromagnétisme, où on a essayé de retrouver les fréquences qui étaient utilisées par Lakowski et de les restituer. Là, on voit Lakowski lui-même, justement, entouré par ces machines. Un bain électromagnétique, en référence à toutes ces pratiques qui datent de l'Antiquité, où on utilisait déjà des poissons électriques pour créer des traitements. Et donc, ça explique la présence de la raie dans l'exposition, une raie électrique en onyx avec de la lumière qui apparaît à l'intérieur. La machine Strader Apparat, inspirée par un dessin de Rudolf Steiner. Cette machine était à l'origine prévue pour une fiction, une pièce de théâtre en 1910, mais elle a aussi cristallisé, catalysé l'attention d'une espèce de comité scientifique de l'anthroposophie pour la recréer. Et là, c'est une machine assez abstraite parce que on peut à peu près comprendre le fonctionnement et l'idée de fréquences qui seraient émises par des générateurs pour traverser les corps dans un espace. Mais là, ce sont des machines qui ne sont pas branchées. En fait, il y a une espèce de flux d'énergie. Juste pour préciser, moi, cela m'intéresse, mais avec un point de vue d'observateur distant.
et pour l'esthétique que ça produit, évidemment. Là, on voit le dessin de Rudolf Steiner, justement. Voilà. Une autre œuvre, Argon, ce sont des sphères remplies de gaz néon. Et ça, c'est une chose qui n'existe pas, qu'on a cherché à faire. Et juste 2 images de référence, Air de Paris de Marcel Duchamp. Et le dernier souffle d'Edison emprisonné dans un tube à essai. Cette œuvre qui m'a été mentionnée par Sébastien plus haut il y a quelques années, que je trouve fascinante. Et donc ces 2 images de référence sont simplement là pour illustrer cette idée qui traverse l'exposition également, qui est de sculpter l'immatériel, d'emprisonner dans ces sculptures de verre des choses insaisissables et immatérielles. Voilà, un petit tour, pas trop rapide. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Peut-être Arnaud Pierre, est-ce qu'on peut revenir sur l'imaginaire de l'électromagnétisme qui traverse cette exposition et peut-être notamment dans une perspective plus historique ? Laurent il a utilisé une expression intéressante qui est celle de sculpter l'immatériel. C'est un projet en fait qui est très très vieux en fait, qui est aussi vieux que la modernité, sauf qu'on a beaucoup peint en fait l'immatériel, mais le sculpter ça paraît, alors déjà peindre l'immatériel ça paraît un projet un petit peu fou, mais alors le sculpter en plus, lui donner une consistance, là on est encore devant un autre défi. Donc bon, il est relevé de différentes manières, comme on a pu le voir là, avec ce passage en vue, comme on le voit dans l'exposition. Et je me suis intéressé, en effet, un petit peu plus particulièrement à tout ce qui concerne l'électromagnétisme et le rapport à la cure, aux soins par les ondes radio ou par des phénomènes de ce type. Et ça a été quelque chose qui a été en vogue, en effet, dans les années 10 et dans l'entre-deux-guerres essentiellement. Et puis qui d'ailleurs continue aussi à toujours des manifestations aujourd'hui. On appelle ça la biorésonance, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, il existe voilà, toujours des cures qui sont faites à partir de l'électricité ou des ondes radio, etc. Tout ça en fait se connecte à quelque chose qui est assez ancien et qui tient à la question de savoir s'il existe en fait quelque chose comme une sensibilité électromagnétique. Parce que si on peut soigner par l'électromagnétisme, c'est qu'il y a quelque chose effectivement dans le corps, dans la sensibilité, qui est capable de répondre à ça et de réagir à ça. Et alors c'est un questionnement qui arrive en fait avec le moment où on découvre l'électromagnétisme et où Maxwell unifie en fait le monde de l'électromagnétisme, montre que la lumière, l'électricité, tout ça, c'est effectivement la même chose, ou plutôt le même ordre de phénomènes. Et dans la foulée de ces découvertes scientifiques, une revue qui s'appelle Electrical World, dans les années 1880, propose à ses lecteurs une enquête, lance en fait une enquête scientifique justement sur les rapports entre électricité et lumière. Et c'est la principale question, mais il y en a une sous-jacente en fait dans l'exposé de cette revue, qui est justement de poser la question de l'existence ou non d'une sensibilité électromagnétique à laquelle on serait sensible comme on est sensible à la lumière. Et donc la lumière fait partie du spectre électromagnétique. Qu'en est-il du reste ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la sensibilité humaine qui nous rend capables de réagir à cette sensibilité-là ? Alors, ce questionnement, il apparaît en effet, il est sous-jacent dans un certain nombre de manifestations artistiques, notamment dans les débuts de l'abstraction, c'est assez évident, et jusque dans l'entre-deux-guerres. Et il ressurgit à un moment qui est celui de l'immédiate après-guerre, en lien avec une découverte technologique toute récente, qui est le radar. On peut peut-être passer d'ailleurs quelques images pour illustrer cela. Donc le radar en fait découle de toutes sortes d'inventions successives
qui se produisent dès le début du XXe siècle. Et d'ailleurs, Tesla est impliqué là-dedans, comme Laurent Grasso le sait bien, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à cette figure d'ingénieur dans le domaine de l'électricité américain. Donc c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale qui voit le développement de cette technologie. Et alors c'est très très curieux de voir comment toute une fantasmatique du radar s'est mise en place juste après 1945 et trouve des manifestations chez des artistes assez différents qui sont Nicolas Schoeffer, Takis, Vantongerlo, Raoul Haussmann, le grand dadaïste allemand Raoul Haussmann, dans une seconde phase de sa carrière. Tous montrent un intérêt pour cet objet-là, pour cette technologie, et surtout développent à partir d'elle une espèce de fantasmatique tout à fait sidérante. Parce qu'en fait, la question que va poser par exemple Raoul Haussmann, elle est celle-ci, c'est que selon lui, selon lui, voilà, dans un texte qui s'appelle Sensorialité excentrique, qui a été écrit en fait à la fin des années 60 et publié à ce moment-là, mais qui se rattache en fait à d'autres textes et à un questionnement qui débute en fait dans les années 1920 autour de son invention de l'optophone, qui était une machine qui convertissait le son en lumière, la lumière en son, là aussi, autour de tout un imaginaire de la traduction qui tient une certaine compréhension en effet des phénomènes électromagnétiques. Il prétend donc que voilà, l'art, comme la science, la technique, son rôle a toujours été de stimuler finalement le développement du sensorium et d'étendre en fait les capacités de celui-ci. Art, science, technique sont en quelque sorte les moyens que se donne l'humanité pour améliorer son fonctionnement sensoriel, étendre son fonctionnement sensoriel pour une meilleure connaissance du monde, pour une connaissance plus complète du monde. Et la sensorialité excentrique, chez lui, c'est vraiment effectivement la capacité à produire quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de toucher à distance, comme l'est le radar en fait. Et le texte de Haussmann est truffé donc de références au radar. Parce que le radar, voilà, envoie une onde pour aller détecter une présence au lointaine qui revient, voilà, comme une sorte de toucher à distance. D'ailleurs, non pas de vision à distance, mais de toucher à distance. C'est tout à fait curieux et manifeste chez lui. Il parle d'un développement donc du sens haptique. Et si je peux me permettre, pardon, oui. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette dimension historique et peut-être par rapport à la théorie et la technique de l'électromagnétisme qui influence d'une certaine façon la pensée occidentale et aussi l'histoire de l'art, Sébastien Pluhaut? Oui, je voulais reprendre un terme que tu as utilisé, c'est la manière dont tu nous plonges avec les pièces dans ce que tu as qualifié d'une archéologie anachronique de médiums qui ont existé en parallèle avec des outils de télécommunication et des médiums qui ont cette particularité que tu sous-entendais, Arnaud, c'est-à-dire d'être des médiums immédiats. Évidemment, ça soulève un paradoxe qui me semble assez important. Et les œuvres qui sont présentées organisent une juxtaposition en fait, de dispositifs et de formes qui ont en commun de témoigner d'une volonté de transmettre par des forces électromagnétiques invisibles, c'est-à-dire qui fonctionnent en dehors du langage et sans traduction. En fait, d'une certaine manière, ça court-circuite tout effort et toute possibilité de traduction, cette immédiateté, pour entrer finalement en rapport avec l'autre. Et d'une manière immédiate, somatique, tu parlais haptique, c'est-à-dire de toucher à distance, qui est le terme finalement de la télépathie. Le télépathos, c'est d'une certaine manière toucher, affecter à distance. Alors moi, j'interprète ces machines comme des tentatives presque désespérées d'entrer en contact avec l'autre, autant que des instruments de pouvoir qui ont cette faculté de déterminer, d'avoir une incidence sur les individus. Donc c'est une manière de transmettre, de capter, d'influencer la pensée et le corps de l'autre, d'entrer en simultanéité
en résonance avec l'autre, de faire résonner l'autre, qui est un autre irrémédiablement distant, mais que ces machines qui sont présentées dans l'exposition tentent d'accomplir. Et alors toutes ces inventions fantasmatiques que tu présentes, on a quelques images là. Ces inventions fantasmatiques, elles naissent au XIXe siècle dans le sillage d'une série de théories électromagnétiques nouvelles. Tu parlais des théories de Maxwell d'unification, et aussi de la théorie, l'unification des théories ondulatoires, qui permet aussi d'imaginer une sorte de transmission universelle et beaucoup plus immédiate. Ces inventions électromagnétiques, elles sont en parallèle avec des découvertes technologiques qui sont sans précédent. Juste de mentionner le fait que le téléphone a été inventé en 1876, que Hertz domestique les ondes électromagnétiques en 88, les rayons X ont été découverts en 95, très vite, les images Spirit, tu en as montré un exemple, vont se fertiliser à partir de ces découvertes. Alors, à mon sens, ces découvertes, elles ont pour effet de reconfigurer radicalement la question de la visibilité et la question de la proximité et de la distance. C'est-à-dire qu'il est question d'agir à distance sur la matière et l'esprit, c'est-à-dire voir à travers les corps et approcher des temps passés. Alors si au XIXe siècle, avant le XIXe siècle, avant ces théories et ces nouvelles technologies, tout ça aurait pu passer pour de la sorcellerie, ces nouvelles découvertes permettent et valident d'une certaine manière la possibilité d'imaginer des choses qui ne l'étaient pas. Derrida disait aujourd'hui, tous les développements de la technologie des télécommunications ne restreignent pas l'espace des fantômes, car on aurait pu penser que la science et les techniques laissent derrière eux l'époque médiévale des fantômes. Je crois au contraire que l'avenir est aux fantômes et que la technologie moderne de l'image, de la cinématographie, de la télécommunication décuple le pouvoir et le retour des fantômes. Alors il disait aussi à propos, il citait Freud à ce propos, qui avait écrit un texte et qui était très ambigu à l'écart de la télépathie. Les progrès des sciences a eu pour double effet, c'est-à-dire de rendre pensable ce que la science antérieure rejetait dans les ténèbres de l'occultisme, mais de libérer simultanément de nouvelles ressources obscurantistes, certains s'autorisant de sciences qu'ils ne comprennent pas pour endormir dans la crédulité, pour tirer des effets hypnotiques du savoir. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu avais travaillé dans le travail de Laurent. Justement, oui, Laurent, peut-être au sujet de ces ondes et de ces fréquences qui traversent l'exposition, qui sont cette dimension immatérielle finalement de l'exposition, est-ce qu'on peut en reparler, notamment de ces machines qui produisent ces fréquences? On peut en redire un mot puisqu'on a les images. La suivante. Oui. En premier lieu, pour dire que ce n'est pas la dimension exclusive de l'exposition, mais c'est une des dimensions. En deuxième, justement, effectivement, en reprenant ces termes d'occultisme et de sorcellerie, effectivement, ce qui m'intéressait dans cette observation de tous ces états de toutes ces transformations en fait, qui m'intéressait plutôt cette oscillation justement, ce moment un peu flottant entre une chose qui pourrait être pris comme voilà complètement hypothétique, spéculative, limite voilà ésotérique, et des passages qui s'opèrent vers la science et vers voilà une pratique qui est beaucoup plus admise et prouvée, par exemple comment finalement l'alchimie a donné naissance à la chimie. Et dans l'exposition, c'est ces changements d'état qui m'intéressaient, et dans mon travail en général. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'utiliser ces caméras qui sont un petit peu nouvelles, mais sans non plus me lancer voilà, dans une fascination de ces objets. On reste quand même dans la fiction, c'est important de le rappeler. Pour moi, toutes ces recherches sont justement des moyens de solliciter l'imaginaire, mais de manière beaucoup plus appuyée. C'est un moyen de créer des fictions spéculatives et de faire rêver ou faire réfléchir le spectateur, parce qu'on navigue justement dans une zone un peu instable entre
voilà, l'occultisme et la science, en fait. Et c'est cet état-là d'indéfinition qui m'intéresse parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que ce qui serait entendu comme de la fiction. La littérature était au XIXe siècle et au début du XXe siècle très fortement influencée par cette oscillation entre à la fois des découvertes scientifiques, mais aussi tout l'imaginaire ésotérique qui a pu être généré. On avait parlé à un moment donné ensemble de Bruit de fond. De bruit de fond, évidemment, de cette matière chimique qui vient contaminer Oui, d'ailleurs, la je pense que population je pense que tu as envie de parler de ça, c'est ce que tu as dû préparer pour la suite, justement par rapport aux nuées, par rapport à l'éther, par rapport aux nuages et à l'utilisation du nuage dans mon travail. C'est vrai que pour moi, je considère mes œuvres comme des surfaces de projection voilà, qui vont catalyser des peurs, des angoisses ou de la fascination selon le spectateur. C'est-à-dire que moi, je n'impose rien du tout. Je construis des espèces de plateformes comme ça où je convoque différentes forces qui vont traverser un objet. Ça ne m'intéresse pas de créer des choses qui ont l'air d'être des œuvres d'art. C'est plutôt à chaque fois des recherches complètement nouvelles qui vont convoquer des techniques aussi que je n'ai jamais explorées. Là, dans l'exposition, il y a des œuvres en verre. C'est la première fois que je travaille avec du verre. Donc, au contraire de certains artistes qui vont répéter un motif, répéter une technique, j'aime bien créer ce trouble chez les spectateurs, parfois qui connaissent mon travail, et qui vont venir, mais ils vont venir finalement découvrir un nouveau chapitre. Et par contre, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours ce flottement et ces fictions qui soient amplifiées, augmentées d'une recherche un peu documentaire dans le réel, en fait. Tu parlais d'anxiété, elle a à voir, si on prend par exemple l'exemple de cette pièce, elle a à voir sur la possibilité de dévoilement de l'œuvre, comme si l'œuvre pouvait avoir une incidence qui induise l'idée selon laquelle le spectateur pourrait devenir transparent, pourrait être affecté littéralement contaminé, affecté par l'œuvre. Les œuvres sur fond argenté ne sont visibles que d'un certain angle, c'est-à-dire qu'elles apparaissent selon un certain angle et quand on est en face d'elles, elles disparaissent. Et donc c'est effectivement, évidemment, ces phénomènes d'apparition, disparition sont voilà, des choses qui... Mais les dispositifs jouent énormément sur cette dimension de ne pas savoir jusqu'où elles peuvent affecter. Il y a cette idée selon laquelle est-ce que tu qualifieras ça presque d'un effet placebo Alors, juste pour rappeler, parce qu'on a parlé de Bruit de fond. Bruit de fond, c'est un roman de Don DeLillo où un nuage apparaît au-dessus d'une ville universitaire avec des gens qui réfléchissent beaucoup et qui imaginent toutes sortes d'effets supposés de ce nuage sur les consciences, en fait. Et c'est pas un nuage qui serait juste un nuage de pollution ou autre, c'est un nuage qui pourrait aussi changer la façon de penser des personnes qui sont exposées. Et évidemment, on ne sait même pas si ce nuage a un effet ou pas, c'est une fiction, mais bon voilà, je trouve très intéressant ce roman, et j'ai oublié la question. Non, je pensais à cette question du dévoilement. Dans cet imaginaire électromagnétique, il y a cette idée d'être dévoilé, d'être transpercé, d'être traversé par ces ondes invisibles. Oui, donc, mais il y a un passage dans La Montagne magique de Thomas Mann qui est fascinant, où Hans Caltorp tombe dans une sorte de pamoison érotique lorsqu'il voit le corps de la femme qu'il aime en transparence. Oui. Elle subit une radiographie, et il voit son intériorité, son squelette, et ça le met dans une sorte presque d'état mystique. Et j'ai l'impression que tu représentes une machinerie qui a à voir avec ce type de pensée magique. Bien sûr, je trouve intéressant l'idée, comme je disais, je n'essaie pas de produire des objets qui soient identifiés tout de suite comme, voilà, évidemment, comme beaucoup d'artistes, je cherche à faire des choses les moins décoratives possibles. Et si
Qui plus est, en plus avec une espèce investi en tout cas d'un pouvoir, d'une croyance, d'un système qui entoure l'objet et qui fait que effectivement là, en utilisant ces fréquences, il peut y avoir cette idée qu'on serait exposé à quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier et qu'on n'ait pas de prise sur ces flux qui traversent l'espace. Et justement, en parlant de la forme, peut-être Arnaud Pierre, est-ce qu'on peut revenir sur cette question de la sensibilité électromagnétique et justement de la forme que pourraient prendre des œuvres qui s'adresseraient à cette sensibilité, puisqu'on parlait d'un aspect plus formel du travail? Je pense que une partie du projet de Laurent revient en fait à essayer de dégager les arts plastiques de ce qu'ils sont fondamentalement, c'est-à-dire en fait des médias, certes, mais des médias d'inscription et des médias de stockage de l'information sous une forme plus ou moins stable, voilà, que va prendre une image, une sculpture, une installation, que sais-je. Le défi peut être justement d'essayer à partir des arts plastiques de jouer le jeu des médias de transmission, hein, c'est-à-dire voilà, tout ce qui relève précisément des radiotransmissions, tout ce qui relève et qui s'appuie sur les phénomènes électromagnétiques et sur ces énergies incarnées dans les phénomènes électromagnétiques. Ça prend plusieurs détours, je crois, chez Laurent, qui ne sont pas nécessairement la dématérialisation de l'œuvre, qui est au fond quelque chose, une stratégie qu'on a déjà vu en place à différents moments de l'art plus ou moins récent, mais ça va passer par, en effet, la sollicitation d'une certaine imagerie et d'une imagerie, oui, enfin, qui tourne autour de l'immatériel, ces mises en scène, par exemple, en effet, de personnages se faisant soigner par des appareils électromagnétiques. On parlait de fumée, on parlait d'un de ses tout premiers phénomènes qui a retenu Laurent dans une œuvre séminale, dans son travail, hein, du nuage de fumée qui avance dans la ville. Voilà. Enfin, ce qui est intéressant, il me semble, là-dedans, dans cette tentative de brouiller les frontières finalement entre ces médias d'inscription et ces médias de transmission, c'est de ne pas aller directement dans la voie de l'immatériel en fait. Hein. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça. Et dans une stratégie qui finalement apparaît aujourd'hui peut-être un petit peu datée, qui concerne l'art des années 60-70 essentiellement, et un certain conceptualisme qui est une voie dont tu t'es, à mon avis, assez évidemment détourné. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça. Mais... Comme l'exposition à tout ce qui a concerné le vide. Oui. Oui, c'est sûr qu'il y a des supports plastiques. Il y a aussi la volonté chez moi d'avoir plusieurs couches de lecture, des objets qui soient traversés par différentes significations, mais ça reste des objets, c'est ça que... Oui. Ça reste des objets et qui convoquent après une part d'immatériel, une part d'invisible, mais qui, bon voilà. Je pense que c'est intéressant de mettre en relation, par exemple, une pièce de Robert Barry qui date de 69, dans lequel qui applique de disposer dans la galerie des ondes hertziennes. Donc c'était l'époque où il avait réalisé toute une série d'œuvres qui engageaient des types de phénomènes qui ont la particularité de ne pas être visibles, mais qui ne peuvent être que intelligibles, en tout cas qui existent en dehors de nos limites perceptibles. Donc il avait enterré du barium dans Central Park, il avait libéré des gaz dans l'atmosphère, il avait réalisé une pièce qui s'appelait Telepathic Peace, qui impliquait de tenter, parce qu'évidemment il jouait beaucoup sur l'ambiguïté du registre de la croyance, de tenter de transmettre une œuvre d'art qui ne soit ni de l'ordre du langage ni de l'image. Par rapport à une œuvre comme celle-là, tu engages des dimensions qui sont très proches, hein, de mettre en scène des dimensions qui ne sont pas visibles mais qui ne sont d'ordre que de l'intelligible, mais à partir d'objets. Et à partir d'objets et de formes qui, d'une manière, à mon sens, l'interprétation que j'en fais, ce sont des formes
qui vont organiser et en tout cas témoigner de formes existantes qui ont cette particularité de susciter des croyances. Là où lui n'utilise pas de forme, a priori, si ce n'est des formes de pensée ou des... C'était une question. Tu veux Oui. Oui, en fait. Parce que tu connais bien le travail de Robert Barry. Voilà. Non, mais on pourrait aussi citer l'exemple des peintures de la série Studies into the Past. Il y en a d'ailleurs une qui est accrochée ici avec nous. Et ces peintures qui représentent des éléments de mon travail, mais dans des décors de peinture historique, de peinture du XVIe siècle ou d'autres périodes. Et qui sont finalement des objets qui sont présentés pour être autre chose que ce qu'ils donneraient l'impression première d'être. Donc effectivement, dans mon travail, il y a cette idée qu'un objet est là pour autre chose de ce qu'il présenterait en premier. Et ce qui serait une espèce de lecture du monde qui nous entoure et une espèce d'entraînement pour le regardeur à s'entraîner à décoder ce qui nous entoure et tous les dispositifs qui nous entourent et cette notion du pouvoir, de l'autorité et de pouvoir. Moi, j'ai un travail un petit peu d'exploration de ces mécanismes qui façonnent notre conscience, de tout ce qui exerce du pouvoir sur nous et évidemment donc de toutes ces stratégies qui demandent un recul pour pouvoir les comprendre. C'est un peu dans cet esprit, j'avais parlé avant du film Élysée, que je me suis intéressé à différents dispositifs qui produisaient une esthétique. J'ai fait un film au Vatican, j'ai fait ce projet à l'Élysée, j'ai fait un autre film sur les installations militaires dans le sud de l'Espagne, où je montrais des bases de surveillance et des bunkers qui longent la côte d'une manière vraiment monstrueuse, parce qu'il y en a des dizaines les uns à côté des autres. C'est cette idée du panoptique qui m'intéressait à ce moment-là. Mais donc, en fait, il y a une construction avec une fonction et les deux sont pas forcément, ou les deux sont complètement liés, ou ils sont très éloignés, mais il y a une forme d'activité. Et au sujet de la question de la croyance, justement, Sébastien Pluhaut, est-ce qu'on peut parler un peu de ces différents systèmes de croyances mis à l'œuvre dans l'exposition, peut-être d'un certain syncrétisme entre l'art, la science, le chamanisme éventuellement ? J'ai l'impression que les œuvres incitent à revenir encore sur des questions d'archéologie des médias, mais sur l'articulation, c'est-à-dire la manière dont la modernité est prise dans une articulation entre et qui n'est pas une articulation de termes qui s'opposent, entre occultisme et positivisme, ou les sciences et l'occultisme. Et ça engage à réexaminer toute cette histoire où on s'aperçoit que l'invention du téléphone de Bell a été inventée pour communiquer avec son frère mort, que la plupart des figures qui sont censées être des figures de la science sont prises dans des systèmes de croyances et dans des oui, on pourrait avoir l'impression que la science est une chose très sérieuse et qu'elle est basée sur des applications, mais en fait ces applications vont apparaître a posteriori pratiquement pour certaines inventions. Là on parle d'invention en fait, et pas d'une recherche fondamentale, je pense, mais plus d'invention. Et un personnage qui m'intéressait beaucoup, c'est celui de Tesla, parce que c'était quelqu'un qui était capable de passer d'utopie, de rêverie très poétique, l'idée par exemple d'avoir de l'électricité en libre accès, l'idée de créer une espèce d'aurore boréale géante qui entourerait la Terre pour pouvoir éclairer les villes. Et en même temps, ce personnage avait les capacités de faire que certaines choses se réalisent, existent et qu'il y ait des applications. Et effectivement, il y a toujours eu, par rapport aux médias, par rapport à l'invention aussi d'instruments de capture, comme les films, l'appareil photo, la radio, il y a toujours eu à côté une histoire parallèle des fantômes et de la volonté d'entrer en contact avec un monde parallèle. Et c'était pas si éloigné. Et encore une fois, dans l'exposition, justement, c'est ces situations très fines où on est dans l'entre-deux que je cherche à convoquer, parce que je trouve que, en tout cas, c'est générateur de fiction et d'imaginaire.
Et justement, Laurent Grasso, est-ce qu'un des enjeux de l'exposition, ce serait de mesurer ce qui n'est pas mesurable, en tout cas ces ondes, ces fréquences, l'énergie aussi d'un lieu ? Oui, il y a eu dans ce film, comme je disais, avec ces outils un peu nouveaux, l'idée d'une anthropologie un peu futuriste qui emprunterait des instruments nouveaux pour décoder le monde et ne serait pas que même fixé sur des grilles humaines comme le langage et d'autres choses. Et encore une fois, on peut reparler du livre d'Edward Ocon, Comment pensent les forêts, qui justement s'attaque au non-humain et cette notion de diplomatie cosmique. Et Cohn se place en tant que chaman qui ferait le lien entre une pensée qu'il arriverait à décoder, qui serait celle des arbres, de la forêt, du paysage, de la géologie, et les humains que nous sommes, et il arriverait à faire le lien entre les deux. Je trouve ça très intéressant, en tout cas comme idée, encore une fois, fictionnelle. Et c'est aussi comme ça, je pense, que les aborigènes voient leur terre, c'est-à-dire ils voient leur terre comme un membre de leur communauté et comme quelque chose qui, c'est pas cette idée qu'on entend toujours de la communion avec la nature. Et les aborigènes voient vraiment leur terre comme un membre de la famille, en fait. Et voilà. Comme ces Indiens aux États-Unis qui ont refusé de prendre l'argent qu'ils avaient gagné dans un procès qui visait à remplacer ce canyon où les têtes des présidents ont été sculptées, a fait l'objet, on me racontait ça il y a quelques jours, d'un procès, et les Indiens avaient gagné 100 millions de dollars dans les années 80. Aujourd'hui, ça donne 1 milliard avec les intérêts. Ils refusent cet argent, ils voudraient qu'on leur rende leur terre, en fait. Et j'employais l'expression, enfin c'est un peu comme si on kidnappe votre enfant et on vous dit tiens, on vous donne 100 millions, et évidemment ils disent non parce que en fait ils veulent juste retrouver ce qui leur appartient, et c'est pas dans le sens de la propriété mais dans le sens de la communauté. Il y a aussi cette cartographie immatérielle que sont les songlines, qui est une notion intéressante qu'on retrouve aussi dans le film Otto. Oui, les songlines sont une cartographie invisible qui se plaque au réel, comme je le disais au départ, et qui permet de naviguer dans l'espace, et ce qui a donné lieu à toute la production des peintures aborigènes dans leur origine. Je connais pas très bien tout ça. En tout cas, ce que l'on voit souvent n'est pas forcément ce sont les meilleures productions de ça, puisqu'après c'est devenu une pratique touristique qui a été finalement montée par des Occidentaux qui sont venus livrer des toiles et qui ont changé le support sur lequel ces peintures qui étaient réalisées au sol ou sur des rochers ont atterri sur des toiles. Mais en tout cas, ces peintures sont le témoignage de cette vision de l'espace, de cette manière de cartographier le paysage et de naviguer à l'intérieur. Et dans le monde aborigène, on parle du monde du dessous, c'est-à-dire que contrairement aux cieux ou au ciel, aux nuages, où serait logé l'invisible, les dieux, chez eux, tout est imbriqué dans la terre et tout est souterrain. Arnaud Pierre, est-ce que justement par rapport à cette dimension plus immatérielle, ou en tout cas de la notion un peu des fréquences et des ondes, toujours dans une perspective plus historique, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ce travail qu'on voit actuellement dans l'exposition ? Oui, je l'ai déjà fait, à vrai dire. Non, dans ce parallèle avec les radiofréquences, etc., il y a quelque chose qu'il faut noter, il me semble, c'est que quand on entend nous radio, on entend un certain média en fait, on écoute la radio, alors qu'avant d'être un média, la radio c'est un phénomène naturel justement. Le média radio est une des manifestations possibles, innombrables, du support qu'il utilise, du phénomène naturel que constitue le monde entier des vibrations et de l'électromagnétisme.
Donc je pense que si Laurent avait été un musicien, par exemple, il aurait peut-être eu moins de mal, au fond, à manifester cet élément naturel à travers un média artistique, parce qu'on ne compte pas, depuis Alvin Lucier et quelques expérimentateurs des années 50-60, toutes les formes musicales qui ont cherché justement à se produire à partir des résonances électromagnétiques, par exemple, à partir des ondes cervicales aussi, etc. Enfin, voilà, il y a toutes sortes d'expérimentations de ce type qui, évidemment, semblent plus du domaine, oui, du musicien, mais ça nous ramène encore de nouveau, voilà, à la question de l'immatériel. La musique, par essence, manie plutôt, en effet, un matériau immatériel. Donc, ce que fait Laurent Grasso en essayant, au fond, de jouer avec la manifestation du même type de phénomène à l'intérieur des arts plastiques, c'est quelque chose qui est un défi d'une toute autre nature. Bon, après, il appartient à chacun de voir comment tout ça fonctionne, comment tout ça réussit. Moi, par exemple, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, c'est de savoir ce qui se passe réellement entre les deux disques de métal de la salle de projection du film Otto. Sont-elles actives, ces œuvres? Envoient-elles réellement la fameuse fréquence de Lakowski? Et pour quel effet, en fait, pour quel effet supposé ou pour quel effet attendu de la part de l'artiste, attendu ou pas? Je ne sais pas si... J'espère que la galerie les a laissés brancher. En tout cas, les photos qu'on voyait au début, où vous voyez un instrument orange justement devant ces antennes, étaient les tests électromagnétiques qu'on a fait avec des ingénieurs pour justement savoir au moins si c'était pas dangereux. Mais il y a un objet dont j'ai pas parlé, qui était dans mes images, qui s'appelle le Radionix. C'est un objet qui est dans la dernière salle de l'exposition et qui m'amuse beaucoup parce que ça fait à nouveau appel à certaines croyances. Et là, on tombe dans un électromagnétisme, mais sans électricité. Donc il y a un réseau électrique derrière cet objet qui présente, il y a des améthystes. C'est une sculpture inspirée par ces pratiques autour des Radionix. Et c'est encore un autre personnage qui avait inventé ça, fin 19e, début 20e. Et ces objets étaient chargés de détecter une vibration des cellules humaines qui serait pas correcte. Et évidemment de recharger quelque chose qu'on posait sur l'objet lui-même. Et donc, oui, ces spirales sont actives. On a, ce que je disais avant, on a fait une espèce d'archéologie électromagnétique en essayant de retrouver avec des ingénieurs les fréquences qui étaient utilisées. Et moi, je dis, voilà, elles ont été testées, on sait qu'elles ne sont pas dangereuses, mais en même temps, dans un spectre défini comme ce qui serait bénéfique, dangereux ou pas. Enfin, tout ça est assez vague, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que lorsqu'on teste ces objets, on n'a pas beaucoup encore de moyens. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses sortent du spectre que l'on connaît, et c'est un peu encore une fois le sujet de l'exposition, comment on peut savoir ce que ça engage? Et Sébastien Pluot, vous parliez tout à l'heure des nuées, justement. Est-ce que cette question d'opposition entre des nuées, des formes plus géométriques qu'on peut voir dans le travail de Laurent Grasso, pouvez revenir sur cette question? Pardon. Il y a une image précédente. Oui, je reviendrai, pour développer un peu cette question-là, je voulais revenir sur plusieurs de tes œuvres qui ne sont pas forcément dans l'exposition, et certaines qui y sont, puisqu'il me semble qu'il y a une vraie insistance dans la convocation de ces formes de nuées, de nuages, d'ondes, qui sont très très récurrentes dans le travail. Alors ici, c'est un film qui est une sorte de... désolé, c'est un extrait. Et c'est un film qui donc, a été tourné à Berlin et dans lequel tu mets en scène cette forme très anxiogène de pollen
qui viennent s'agglomérer autour de cette antenne qui est censée, dont on peut imaginer qu'elle transmette des ondes et qu'une sorte d'interaction se joue entre les ondes électromagnétiques et ce pollen qui fait aussi figure un peu de sorte de neurone. Hein, on peut avoir l'impression d'être dans un cerveau. Et puis l'image juste d'avant, c'est évidemment dans Otto, c'est-à-dire une sorte de matérialisation ou d'une dimension immatérielle de l'esprit. Est-ce qu'on peut parler de matérialisation? Mais en tout cas, la présence de cette sphère au milieu de laquelle une nuée qui à certains moments est opaque, hein, évoque un nuage, et qui se met à être incandescente. Si on peut aller plus loin. Ici, c'est une pièce que tu as évoquée tout à l'heure. Hein, c'est ce nuage qui vient vers nous. Hein, c'est un travelling arrière dans les rues de Paris. Et ce nuage vient vers nous comme une sorte de menace. Il y a un caractère dans toutes ces pièces très fortement anxiogène, où les nuées, le nuage, a une dimension hostile, menaçante. Et à la fois menaçante et à la fois qui relève d'une dimension qu'on pourrait identifier à un sublime kantien, c'est-à-dire quelque chose qui nous met au défi. Et puis la suivante, alors on voit très peu, hein, c'est Corrège, Correggio, Io et Jupiter. Io qui est enveloppé par Jupiter, donc c'est une dimension érotique, d'une sorte d'envahissement, d'une dimension immatérielle qui vient à l'assaut de Io. Là, c'est un close-up. On ne doit pas voir grand-chose, hein, mais parfois dans les nuées, on est dans le brouillard. C'est donc juste une séquence de cette pièce dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Éther d'ailleurs. Éther, hein, c'est ça, qui, tu me l'avais évoqué, une sorte de phénomène de fumigène qui évoque cette idée d'une pensée qui sort de la Terre, hein, qui vient contaminer, dis-moi si je me trompe, hein, où les limites disparaissent dans les réseaux de tubes laboratoires. Alors, pour moi, l'image de ces formes agissantes implique de retracer assez rapidement une histoire de ce régime d'ambiguïté de cette forme et des effets hypnotiques, hein, qui existent depuis l'art médiéval, et aussi de savoir ce qu'elles peuvent avoir à dire dans une période actuelle, parce qu'il me semble que quelque chose se joue d'une anxiété actuelle à l'égard d'un univers très mystérieux, celui des data clouds. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui, toi, te contamine ou t'inquiète, mais il me semble que le nuage a à voir avec ça. Alors, juste un peu l'image suivante. Donc cette nuée-là, je voulais juste dire que depuis, et revenir sur cette histoire du nuage, depuis la période médiévale, le nuage a pour fonction de faire apparaître le sacré dans le réel. Et à la Renaissance, le nuage désigne l'irreprésentable en même temps qu'il va masquer le représentable. Donc il est à la fois révélateur et voilant, montrant et dissimulant, et il joue un rôle d'ambiguïté que je trouve très présent dans ton travail, et métaphorique entre visible et invisible. Alors il y a évidemment un livre d'Hubert Damisch qui est extrêmement célèbre sur le nuage, dans lequel il précise le fait que le nuage prend une autre fonction à la Renaissance à partir du moment où une forme rationnelle, géométrique, développée par un principe mathématique, la perspective, organise de manière rationnelle l'espace. Et le nuage est là comme une manière de mettre en scène le divin, ce qu'on appelle la venue de l'incommensurable dans la mesure, c'est-à-dire le mystère du divin qui apparaît dans une forme nuageuse. Ça, on retrouve... Alors, est-ce qu'on peut, ici, par exemple, on retrouve cette forme dans les nuées d'oiseaux au-dessus de Rome. On ne voit pas les oiseaux, mais on voit les nuages. Vous pouvez me croire sur parole, il y a des oiseaux derrière.
Donc c'est ces formes de nuées qui se trouvent être des modèles extrêmement mystérieux permettant à des cybernéticiens de travailler des phénomènes imprévisibles. Hein. Notamment, ils ont identifié des modèles qui permettraient de développer des algorithmes permettant de prévoir la météo ou des phénomènes économiques. Tu avais évoqué le fait que ces nuées étaient des moyens de voir l'avenir chez les Étrusques. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, ce que j'ai lu. Mais là, on voit rien, en fait. Je suis désolé, mais en fait, normalement, ce sont ces fameux nuées des tourneaux qu'on observe dans le ciel romain, entre autres, et qui produisent des formes mathématiques quasiment. Elles sont très belles, très intéressantes, et j'avais fait une vidéo qui s'appelait Les oiseaux, où j'avais capturé ces phénomènes. Est-ce que, alors l'heure tourne, peut-être on peut évoquer un dernier aspect. Est-ce que Arnaud Pierre, vous voulez revenir sur ces antennes justement de chauffeurs dont vous aviez commencé à parler tout à l'heure? Oui, si on les retrouve là, peut-être, si vous voulez. Oui, on vient d'évoquer justement un de ces aspects du travail de Laurent autour de l'antenne, parce qu'évidemment, dès qu'on parle de phénomènes électromagnétiques, là, on rencontre un objet qui est absolument essentiel. Ce modèle, il est présent effectivement beaucoup donc dans ce moment chez ces artistes où on se pose la question de la sensibilité électromagnétique, et donc notamment chez quelqu'un comme Nicolas Schoeffer. Voilà, c'est une petite obsession encore récente, et c'est pour ça que je vous en parle. Vous voyez une sculpture ici, là, du début des années 1950, qui est très précisément conçue en fait par Nicolas Schoeffer comme étant une sorte d'antenne en fait. Hein. Donc c'est lui qui assez tôt, dans mon petit passage en revue, là c'est le premier chronologiquement dans cet immédiat après-guerre, voilà, qui s'intéresse au radar, etc., qui s'intéresse à cette sensibilité électromagnétique et qui parle en fait de l'artiste comme étant une espèce de relais finalement entre les forces électromagnétiques et puis l'œuvre en fait. Hein. Et quand il parle de projection, et son art va devenir d'ailleurs un art de la projection, comme on peut le voir là sur ces quelques images qui étaient en couleur, il me semble à l'origine, enfin c'est pour celle du bas, ce sont donc effectivement ce sont des œuvres qui n'existent pas seulement en elles-mêmes et pour elles-mêmes, mais qui servent aussi, comme ça là en effet, à projeter au-delà d'elles-mêmes, comme une espèce d'image justement de toute cette de ce désir de Schoeffer, en effet, donc d'être ce point de relais dans la projection d'une sensibilité électromagnétique. Et puis évidemment, là, j'ai choisi en particulier cette image-là parce que il photographie son œuvre sur la place du Trocadéro, en rapport avec la Tour Eiffel, évidemment. Ça n'est pas un hasard. La Tour Eiffel ne doit sa survie après l'exposition de 1889 que parce qu'elle a été justement affectée à des fonctions de radiotransmission, la TSF, puis la radio elle-même, etc., la télé ensuite. Voilà. Donc il y a une mise en parallèle évidente ici, évidemment, entre l'œuvre et l'antenne et les fonctions électromagnétiques de celle-ci. L'autre personnage, important à cet égard et à ce moment-là, c'est Takis, bien sûr. Avec les signaux. Déjà, les œuvres, le titre des œuvres le dit d'emblée. Et puis on connaît ce que donnera ensuite Takis dans la deuxième moitié des années 50, avec des œuvres qui en effet jouent sur les forces électromagnétiques. Et il y a des textes assez délirants et intéressants de Takis, qui sont quasiment contemporains en fait, de la réalisation de ces œuvres, qui effectivement parlent de l'humain comme étant une espèce de pile, comme cela, accumulant en fait l'électricité qui lui vient justement de la résonance terrestre, etc. Et que le rôle de l'artiste est là aussi de faire quelque chose avec ça, de renvoyer quelque chose de cela, de créer des œuvres à partir de cette sensibilité électromagnétique. On appelait Takis, quand il rentrait dans les bars de Montparnasse dans les années 50, le radar.
puisqu'il parlait sans arrêt de cela, sans arrêt du radar. C'était vraiment l'objet, le phénomène qui excitait absolument un certain groupe d'artistes, une certaine catégorie d'artistes intéressés comme cela par l'idée de faire quelque chose, de faire œuvre avec cet immatériel, avec ces énergies électromagnétiques, et intéressés par l'idée que ces œuvres étendraient justement en fait les capacités sensorielles de l'humain et que nous verrions bientôt finalement au-delà du spectre visible. Puisque quand on parle d'art visuel, justement, finalement, on parle a priori d'art qui ne concerne qu'une toute petite partie du spectre électromagnétique. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait du reste? Voilà, c'était la question qui se posait, puis qui manifestement se pose toujours. Et dans des termes en plus qui justement ne craignent pas de faire référence à toute une documentation du passé, toute une archéologie des médias et des œuvres, etc., qui est caractéristique du travail de Laurent, du travail incroyablement documenté de Laurent. Donc voilà, ces questions restent ouvertes. Très bien, je vous remercie. Écoutez, on va clôturer cette rencontre. Merci d'avoir assisté à cette discussion avec nous. Je vous inviterai, si vous avez des questions, peut-être à discuter directement avec les artistes. On va faire un temps avec les artistes, avec l'artiste et les intervenants. Merci pour votre attention et à bientôt.